Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPSE 3 du CPGO Moulay Youssef de Rabat. Bon, dans cette cours, donc c'est la deuxième séance pour les cours paramétrés, c'est la deuxième vidéo et dans lequel on va essayer d'étudier et de donner l'étude d'une courbe paramétrée donnée, d'accord? Donc spécialement, on va essayer de voir les tangentes à une courbe paramétrée, les points singuliers et les branches infinies, d'accord, dans un deuxième point. Et puis, dernièrement, on va donner le plan d'étude d'une courbe paramétrée et on va étudier deux exemples fondamentaux de courbes paramétrées. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une tangente à une courbe? Alors, on voulait définir la tangente à une courbe donnée, mais là, pour les courbes, je rappelle qu'on a des points simples et on a des points multiples comme ça. Donc là, alors pour les points multiples, là, il y a une difficulté pour définir en fait la tangente à 11 points, d'accord? Parce qu'en fait, ici, comme vous voyez, la courbe, notre courbe peut admettra en fait, par exemple, deux tangentes, d'accord? Et donc, par la suite, on va supposer, en fait, on travaillera que pour cette situation-là. Et je suppose en fait que par la suite, la courbe est localement simple, localement injective. D'accord, ça veut dire qu'il existe un voisinage, au voisinage de T0, il existe un voisinage tel que sur lequel notre fonction est injective. M de T est injective et notre courbe est simple, il n'y a pas de point double. D'accord? Donc, si c'est le cas, alors, étant donné T0 à un point de D, et M bien sûr une courbe définie sur D, alors on dit que la courbe admet une tangente en M de T0 si la droite M de T0 et M de T, d'accord, donc c'est la droite M de T0 et M de T, donc c'est une droite à paramètres. D'accord, donc c'est une famille de droites. Lorsque t tend vers T0, si cette famille de droites converge vers une droite limite, donc on va appeler cette droite limite la tangente en M de T0. D'accord? Alors, comment on va savoir cette droite-là? Comment on pourrait déterminer cette droite-là? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, avant tout ça, on va réintroduire le vecteur dérivé. Donc, c'est le vecteur dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Donc, une courbe est dite continue ou un point à zéro si jamais les coordonnées ou les fonctions conjointes x de t, y de t sont continues ou en t0. On va dire que la courbe est continue sur d d'une façon similaire si la courbe est continue en tout point de d. D'accord? Donc, comme pour le cas usuel, on va dire que la courbe est dérivable en T0 si jamais les fonctions conjointes x et y sont dérivables en T0. Et le vecteur dérivé est le vecteur x' en T0 et le vecteur x' de T0, y' de T0. Donc, c'est le vecteur qu'on va noter par la suite, en fait, dm sur dt en T0. D'accord? En T0. Donc, cette notation, en fait, se justifie car, en fait, le vecteur, la droite m de t, m de t0, m de t0, m de t est dirigée par ce vecteur-là, qui est 1 sur t moins t0 fois m de t0, m de t. Et donc, puisque c'est un vecteur directeur de cette droite, alors la limite de ces vecteurs-là donne en fait un vecteur qui va diriger l'équation, qui va diriger cette tangente, d'accord?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire en fait que, alors, on a m de t, m de t0, m de t0, m de t, c'est le point m de t moins m de t0, d'accord? Donc m de t0 et m de t, c'est m de t moins m de t0 comme nous avons défini dans les espaces affines. Et donc en fait, on obtient en fait que m de t moins m de t0 fois 1 sur t moins t0, la limite c'est quoi en fait? C'est vraiment x de t, x' de t0, y' de t0, d'accord, qui est ce dm sur dt en fait, alors qui est qui désigne quoi? C'est juste la différence du point m, d'accord, c'est m de t moins m de t0, c'est la différence infinitésimale de m, c'est juste une toute petite distance, d'accord, de m sur la différence infinitésimale de t. D'accord? Sur la distance infinitésimale de t, c'est pour cela on écrit distance ou différence de m sur différence de t, hein. C'est un vecteur dérivé. Voilà. Alors là, on a deux points très 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 intéressants par la suite, d'accord, dont on va en parler. Donc, premièrement, donc, il y a deux types de points. Alors, les points réguliers, et donc ce sont les points pour lesquels le vecteur dérivé n'est pas nul. Et il y a les points singuliers, sont les points pour lesquels le vecteur dérivé est nul. D'accord? Là où on n'a pas de vecteur dérivé, on n'a pas de vecteur dérivé, mais on a un vecteur dérivé égal à 0. Alors, on va dire qu'une courbe est régulière si jamais tous ces points sont réguliers. D'accord? Donc, si jamais le vecteur dérivé ne s'annule jamais. Alors, comme une interprétation cinématique de ce vecteur dérivé, donc comme on a dit dans la dernière vidéo, donc si t représente le temps, alors dm sur dt représente quoi? Représente la vitesse euh, au point m de t0, au voisinage de m de t0, d'accord? Et un point singulier veut dire quoi? Veut dire que la vitesse est nulle, hein? La vitesse est nulle en ce point-là. Ça veut dire qu'on continue pas en ce point-là, que le point ne continue pas à son chemin en ce point-là. Et ce point s'appellera en fait un point stationnaire ou un point critique par la suite. D'accord? Donc d'un point de vue cinématique, il est logique que le vecteur vitesse est un point en un point quand il est non nul, dirige la tangente de la trajectoire, donc comme vous faites en mécanique. D'accord? Et donc, et comme on fait en fait aussi pour l'étude des fonctions, hein. Et donc, c'est ce qu'exprime en fait le théorème suivant. Donc, si on dispose d'une courbe régulière, d'accord, ou un point régulier d'une courbe dérivable, alors ce point-là, en ce point où la courbe admet une tangente, et la tangente en ce point régulier est dirigée par le vecteur dérivé en ce point. Donc c'est comme si le cas pour le graphe là, donc le point A est un point régulier, et donc dm sur dt est le vecteur dirigeant, et le vecteur qui dirige la tangente en ce point-là. D'accord? Et donc, si dm sur dt, si ce vecteur dérivé est non nul, donc puisque c'est celui qui dirige la tangente, donc on peut en fait trouver une équation facilement, et on peut trouver une équation de cette tangente-là par ce fait-là. Alors m dans cette tangente, si seulement si, alors m0, m de t0, m est parallèle avec et collinéaire avec dm sur dt, alors m0m est pour m de t0, m a pour coordonnées x moins x
x de t0, y moins y de t0, et x' de t0, y' de t0. Donc ce déterminant est égal à 0 parce que les deux vecteurs sont collinéaires. Et donc là, on développe on développe ce déterminant, on trouve en fait que une équation de cette droite-là. De cette droite. Donc l'équation de la tangente est donnée par ça, y' de t0 fois x moins x de t0 moins x' de t0 facteur de y moins y de t0 égale à 0. Alors là, voilà un exemple simple ça, pour ce vecteur dérivé, pour cette tangente. Donc on prend la courbe de l'Essajus, d'accord, et on va essayer de chercher les tangentes verticales et les tangentes horizontales à cette courbe-là. Donc pour cela, alors par réduction de domaine, on peut ramener notre étude à l'intervalle 0 π/2. Premièrement, par parité, parce que les deux fonctions sont impaires. Et deuxièmement, on calcule y de pi moins t. D'accord? Y de p moins t, on peut se ramener à l'étude sur l'intervalle 0 π/2. Donc ceci est déjà vu dans la dernière vidéo. Alors, la fonction est donnée par ça. Sa fonction, le vecteur dérivé, c'est 2 cosinus de t sur 3 cosinus 3t. On cherche les points critiques tout d'abord. dm sur dt égale à 0 si seulement si t égale à pi sur 4 et t égale à pi sur 6 ou t égale à pi sur 4 et t égale à pi sur 2. Donc ce qui n'est pas le cas en général, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et donc les points sont tous réguliers. Donc la courbe est une courbe régulière, d'accord? Donc voilà, donc dm sur dt n'est jamais nul, mais x' de t il peut s'annuler et y' de t peut s'annuler. Alors, la tangente est verticale si jamais la tangente, l'équation de la tangente, on dispose d'une tangente de vecteur dérivé vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x' égale à 0. D'accord? Donc c'est le cas où x' égale à 0 et x' égale à 0 au point pour t égale à pi sur 4. D'accord? Pour t égale à p sur 4. On appelle tangente horizontale. Dans le cas où y' égale à 0, ça veut dire que le vecteur est un vecteur qui est horizontal. D'accord? Le vecteur dirigeant est un vecteur horizontal. Et donc y' égale à 0 pour les t égale à pi sur 6 et pi sur 4. Et donc là, vous voyez bien que pour le t égale à pi sur 4, mp sur 4 et voilà la droite. Donc la droite, on détermine la droite par cette équation-là. D'accord? Donc x' égale à 0, on trouve en fait une équation x égale à x de t0. D'accord? X égale à x de t0, donc c'est cette droite-là. Puis y égale à y de t0, y égale à y de t0, c'est cette droite-là pour t égale à pi sur 4, pi sur 6. Alors pour les autres, donc comme on réduit l'étude juste à l'intervalle 0 pi sur 2 et on voulait les asymptotes, les tangentes verticales et horizontales sur les moins pp. Donc on peut déduire, on retrouver les autres tangentes par symétrie, par symétrie. Voilà, donc la première des choses qu'on remarque ici pour cette notion, c'est la notion d'une tangente verticale. D'accord? D'une tangente verticale, contrairement à ce qu'on est habitué
à ce qu'à quoi on est habitué pour les graphes des fonctions de type y égale à f de x. D'accord? Pour les fonctions usuelles, on ne parle jamais de tangente verticale. D'accord? Et donc là, si vous prenez par exemple cette droite-là, cette courbe-là, y égale à f de x, comme paramétrisation, cette paramétrisation, x de t égale à t, y de t égale à f de t. Donc le vecteur dérivé, c'est f est dérivable, c'est donné par 1 f' de x0. Donc c'est un vecteur qui n'est jamais nul. D'accord? Et x' n'est jamais nul. Donc voilà, x' n'est jamais nul. Et donc on ne dispose jamais d'une droite, d'une tangente verticale. D'accord? D'une tangente verticale. Donc aussi vous pouvez trouver l'équation de la tangente à la courbe d'une fonction à l'aide de ça. Donc x' toujours égal à 1 et y égale en fait à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Hein, plus f de x0. C'est vraiment par ça, hein, par ce vecteur-là. Voilà. Alors maintenant, on parle un petit peu des opérations de la dérivée. Hein, de la dérivée. Donc, étant donné deux fonctions définies sur un domaine D à valeur dans R2 et T0 à un point de D, avec f et g sont dérivables en T0. Donc, on ne peut pas parler du produit de f fois g parce que f et g sont deux vecteurs. D'accord? F de t et g de t sont des vecteurs. Donc là, on parle bien sûr du produit scalaire. Là, je dessine par le produit scalaire. C'est le produit scalaire usuel, d'accord, de R2. Et donc, si f et g sont dérivables en T0, ça veut dire que les fonctions conjointes sont dérivables en T0, alors le produit scalaire est dérivable en T0 et là on obtient en fait une formule type Leibniz, d'accord? Alors ça c'est df sur dt, pardon, sur dt en T0, scalaire g de T0, plus f de T0, scalaire dg sur dt, f de T0, en T0. Si de plus f de T0 est non nul, alors l'application, la norme de f, l'application qui est f correspond à la norme de f de t, est dérivable en T0 et dans ce cas, la dérivée de la norme est donnée par f de T0, scalaire df sur dt en T0 divisé par la norme de f de T0. Voilà. Alors pour la preuve, vous prenez par exemple f égale à x1, x2, x1, y1 et g égale à x2, y2. Alors, fg égale à x1, x2, y1, y2 comme produit scalaire. D'accord? Alors là, vous calculez facilement le produit, la dérivée. La dérivée du produit scalaire, c'est vraiment la dérivée de cette fonction-là. Et la dérivée de cette fonction, on utilise bien sûr la formule de Leibniz usuelle, on tombe dans le résultat voulu. Alors pour le deuxième point, on a la fonction ff est une fonction qui est bien positive strictement au voisinage de T0 parce que f de T0 est différent de 0. Et de plus, c'est une fonction qui est dérivable en T0 en appliquant bien sûr le premier point pour f égale à g. Alors, puisque la racine carrée est une fonction qui est dérivable de R étoile dans R étoile, de R étoile plus dans R étoile plus, donc la composée, la fonction dérivée, c'est la composée de la racine carrée avec cette fonction dérivable. Donc, c'est une fonction qui est dérivable, la dérivée, donc juste on calcule la dérivée de la composée. Bien sûr, en utilisant la dérivée de cette fonction de le premier point, du premier point. Donc, la dérivée de la fonction à l'intérieur est ça, et puis la dérivée de la fonction racine carrée, c'est 1 sur 2 fois racine carrée de cette fonction. Donc, c'est vraiment la fonction f rangée. Voilà, la dérivée de f rangée. Alors là, comme exemple classique, d'accord, comme exemple d'application, prenons la paramétrisation cosinus t sinus t du cercle unité, d'accord, du cercle de centre O et de rayon 1. Donc, alors vous connaissez que OM de t égale à 1,
d'accord, où la norme de OM égale à 1, donc le rayon est toujours constante. Et donc la dérivée de cette fonction de la norme égale à 1, puisque c'est une fonction qui est égale à 0, puisque c'est une fonction qui est constante. Mais puisque cette fonction norme, d'accord, cette fonction OM de t, la dérivée de sa norme égale à OM égale à 0, c'est égal à, alors la dérivée égale à OM de t0, OM de t fois la dérivée, fois le vecteur scalaire, le vecteur dérivé sur la norme qui est 1. D'accord? Donc, on obtient en fait que OM de t scalaire, le vecteur dérivé dm sur dt en t égale à 0. D'accord? Égale à 0. Et donc là, on retrouve le fait que la tangente au cercle, d'accord, au point M de t est orthogonale au rayon OM de t. D'accord? Elle est orthogonale au rayon. Elle est orthogonale au rayon. D'accord? Donc on prend tout ça, ceci généralement. D'accord? Sans savoir la preuve. Voilà, c'est vraiment. C'est ce qui prouve en fait le fait que la tangente toujours est orthogonale au rayon de la courbe. Alors pour la somme et la multiplication par un scalaire ou la multiplication par une fonction réelle, donc si f et g sont dérivables en t0, alors f plus g est dérivable plus en t0, et la dérivée de f plus g en t0, c'est la somme des dérivées en t0. Le vecteur dérivé de lambda fois f, avec lambda ici est une fonction de R dans R dérivable en t0. D'accord? Donc, c'est lambda prime fois f de t0 plus lambda fois df sur dt en t0. C'est vraiment la formule de Leibniz, encore une fois. Alors, pour la preuve, c'est similaire à celle qu'on vient de parler, dont on vient de parler du premier théorème. Donc, vous écrivez seulement f égale à x1, y1, g égale à x2, y2, f plus g. Qu'est-ce que c'est que f plus g? C'est tout simplement ça. On calcule la dérivée, donc c'est la dérivée des exposantes, puis on calcule tout ça, on trouve en fait que c'est f' de t0 plus g' de t0. Lambda fois f, de la même façon, donc c'est lambda fois x1, lambda fois x2, on calcule la dérivée, bien sûr en utilisant la formule de Leibniz pour lambda x1 et lambda y1, on trouve le résultat voulu facilement. Alors, de même, toujours en travaillant sur les coordonnées, on peut établir aisément le théorème suivant qui donne la composée d'une fonction de d dans d' avec d'une fonction réelle phi avec f, avec bien sûr ici alors le point intéressant c'est un changement, c'est pour le changement de paramétrage. D'accord? Avec une fonction qui est dérivable. Donc là, c'est vraiment la formule alors, pour la composer, hein, pour la composer. Donc là, voilà quelques mini-exercices pour s'entraîner sur le calcul des dérivés, des vecteurs dérivés, ainsi de suite. Alors là, je passe directement, et aussi des tangentes. Alors là, je passe directement au point singulier et aux branches infinies. Au point singulier, bien sûr, à la recherche de la tangente en un point singulier. Alors, rappelons qu'un point singulier, m de t0 est un point, m de t0 est un point d'une courbe m de t égale x de t égale de t, tel que le vecteur dérivé est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x' de t0 égale à y' de t0 égale à 0. Donc, lorsque ce vecteur dérivé est égal à 0, donc il ne va pas diriger une droite. Donc, comme vous connaissez, en algèbre linéaire, bien sûr, puisqu'on a déjà fait l'algèbre linéaire, donc le vecteur de 0 n'est pas une droite, c'est un espace de dimension 0, et donc n'est pas une droite vectorielle. Donc, ce vecteur-là ne va pas diriger une droite. Et donc,
pour obtenir une tangente en un point singulier. Donc, il est utile de revenir sur la définition de la tangente, d'accord, et voir les éventuelles limites, bien sûr, de cette droite-là, d'accord, comme la tangente est la limite de cette droite m de t0 et m de t. Donc, on va voir les éventuelles limites de cette droite-là, m de t0, m de t, par exemple, en étudiant la limite du coefficient directeur, d'accord, de cette droite dans le cas où cette droite-là n'est pas parallèle à y, hein. Si elle est parallèle à y, donc voilà, donc là il faut vraiment faire très 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 attention, d'accord. Donc en supposant que c'est le cas, donc là alors si on dispose du fait que x' de t0 égale à y' de t0, alors pour la recherche de la tangente, on calcule en fait y de t moins x de t sur moins y de t moins y de t0 sur x de t moins x de t0. La limite compte tête envers t0, donc c'est comme le cas pour les fonctions. Donc c'est comme si vraiment, ou intuitivement, c'est comme si on voulait voir y comme étant une fonction de x. D'accord? Et donc, si cette limite existe égale à L est un réel, donc la tangente en mt0 a pour coefficient directeur L. D'accord? Donc y égale à Lx plus quelque chose. D'accord? Donc ce quelque chose, on le trouve bien sûr en remplaçant par les coordonnées de m de t0. Et si cette limite est infinie, donc la tangente en mt0 est une tangente qui est verticale. D'accord? Qui est verticale. Donc là, comme un exemple d'application, on vous demande de trouver les points singuliers de la courbe x de t égale à 2t carré, 3t carré, et y de t égale à 2t à la puissance 3, et de donner l'équation caractéristique cartésienne de la tangente en tout point de la courbe. Alors, pour chercher les points de la tangente, on calcule déjà le vecteur dérivé. Donc, le vecteur dérivé est donné par ça. Donc, ce vecteur dérivé, alors on calcule, on cherche les points critiques, les points stationnaires, les points singuliers. Donc, ce vecteur dérivé est nul si seulement si t égale à 0. D'accord? Et donc tous les points sont réguliers, sauf que pour le point t, m de 0, sauf pour le point m de 0. Et donc si t est différent de 0, alors on connaît déjà que... alors oui, pour le point m0, alors pour m0, on a un point qui est... on a un point singulier et donc on calcule y de t moins y de 0 sur x de t moins x de 0. Donc il converge vers 0, donc le L égale à 0 et donc en fait l'équation, la tangente, donc 0 c'est en fait le coefficient directeur de la tangente au point m de 0 égale à 0, 0, 0, et donc, puisque c'est la pente égale à 0, et la pente égale à 0, et le point, et la droite passe par m de 0 égale à 0, 0, donc c'est la droite des abscisses, OX. D'accord? Donc la droite des abscisses et la tangente à la courbe en M0. Alors, pour m de t avec t différent de 0, donc le vecteur dirige la tangente, d'accord, dirige la tangente, et donc si t carré dirige la tangente, donc comme pour alors puisque t est fixé, donc comme pour en algèbre linéaire, on a déjà dit que vecte par exemple de 6t carré, c'est la même chose que vecte de
Voilà, 1 sur 6t fois le vecteur. Vecteur de v, c'est la même chose que vecteur de alpha v avec alpha différent de 0. Et donc là, en fait, aussi ce vecteur-là, alors puisque t est fixé, ce vecteur-là aussi est un vecteur est un vecteur qui dirige la tangente, et donc une équation de la tangente en m de t est donc donnée par ça, d'accord? Donc là, on sait que un t dirige, donc un t, dirige l'équation de la tangente, dirige la tangente, et donc là, et la tangente, bien sûr, passe par le point M de t qui est 2t à la puissance 3t carré, ou 3t carré, 2t à la puissance 3. D'accord? Donc, ou encore, voilà, donc cette équation, c'est vraiment l'équation y égale à tx moins t à la puissance 3. Et donc, si vous remplacez ici par t égale à 0, vous allez trouver que y égale à 0 et aussi et la droite tangente on m0, donc ce qui est encore valable. D'accord? Et donc là, vous voyez, là, vous avez y égale à 0. Donc là, vous avez une tangente au point M0, d'accord? Au point M0, puis vous avez les tangentes dirigées par dm sur dt ou un point différent de 0. Alors, maintenant, alors pourquoi nous avons fait alors pour M0 comme ça, puis pour pour M de t comme ça? Donc, c'est la question qui se pose. Donc, c'est quoi la position? Comment savoir la position en fait, comment savoir la position du vecteur tangente et de la courbe? D'accord? Donc, la position du vecteur d'une courbe par rapport à sa tangente. Et donc, en fait, on a 4 cas à étudier. D'accord? On a vraiment 4 cas à étudier. Lorsque la courbe arrive en m de t0, le long de sa tangente, on a vraiment 4 possibilités à étudier. Donc, la première possibilité, c'est que la courbe continue dans le même sens, sans traverser la tangente. Donc c'est vraiment comme ça, hein. C'est comme ça, hein, sans traverser la tangente, donc ou comme ça. Donc là, on parle d'un point ordinaire, d'accord? Sinon, la courbe continue dans le même sens en traversant la courbe, d'accord? En traversant la tangente, pardon. Et là, on parle d'un point d'inflexion comme x à la puissance 3, d'accord? Comme x à la puissance 3. On continue dans le même sens, mais on traverse la tangente, d'accord? Donc là, on parle d'un point d'inflexion, d'accord? Puis la courbe rebrousse, donc le troisième point, c'est que la courbe ne continue pas son chemin, elle rebrousse le chemin, elle inverse le chemin le long de sa tangente, on la traverse, d'accord? Donc traverser la courbe, traverser la tangente, et on rebrousse le chemin. Donc là, on parle d'un point de rebroussement de première espèce. Donc c'est comme ça. Donc on rebrousse le chemin, puis on inverse le chemin, puis on traverse la tangente. D'accord? Et le dernier cas, c'est on rebrousse le chemin sans traverser la tangente, la tangente, et donc là on parle d'un point de rebroussement de deuxième espèce, de seconde espèce. Donc là on inverse le chemin sans traverser, sans traverser sans traverser la courbe, sans traverser la droite, la tangente. Voilà. Et donc là, intuitivement, on ne peut rencontrer des points de rebroussement qu'en un point stationnaire. D'accord? Car on a un point où la vitesse est non nulle. Donc, si la vitesse est non nulle, donc on continue notre chemin. D'accord? Donc, vous imaginez toujours que m de t désigne la trajectoire d'un point matériel. Si la vitesse ne s'annule pas,
ça veut dire qu'on continue notre chemin. D'accord? Donc, la vitesse non nulle, on continue notre chemin. La vitesse non nulle, on continue notre chemin. Mais si la vitesse s'annule, on inverse, on rebrousse le chemin. On rebrousse notre chemin. Et donc, pour déterminer de façon systématique la position de la courbe par rapport à sa tangente, et on a un point singulier, m de t0, d'accord, on effectuait alors un développement limité. D'accord? Un développement limité. Donc, il y a deux études en fait à faire. Donc là, je dis, on effectue un développement limité de m de t, des vecteurs, des fonctions x de t et y de t, de telle façon à écrire m de t comme ça. Donc là, alors là, on prend t0 égale à 0 pour ne pas complexifier l'expression. Donc en écrivant m de t égale à m de 0 plus t à la puissance p fois un vecteur v plus t à la puissance q fois un vecteur w plus t à la puissance q fois epsilon de t avec p inférieur strictement à q sont des entiers naturels. D'accord? Et V et W sont des vecteurs non collinéaires et epsilon de t est un vecteur tel que epsilon de t tend vers 0 lorsque t tend vers t0. D'accord? Donc ça, là, c'est vraiment une méthode. Sinon, on calcule la dérivée. Donc déjà la dérivée, le premier dérivé est nul parce que le vecteur est singulier. Alors on calcule les dérivées jusqu'à trouver un vecteur non nul. D'accord? Donc le premier vecteur non nul, on va l'appeler P. Alors on dérive encore une fois. Donc à chaque fois, par exemple, on dérive P plus 1. Donc le vecteur qu'on va trouver, on va le comparer avec le vecteur trouvé en P, à l'étape P, qui est la dérivée x à la puissance x dérivée P1, y dérivée P1. Donc on va comparer ce vecteur avec x dérivée P plus 1 et y dérivée P plus 1. Donc si les deux vecteurs sont collinéaires, on avance jusqu'à trouver un vecteur qui est libre avec le premier vecteur qui est libre avec le vecteur d'exposante x dérivé Pm, y dérivé Pm. Donc cette étape-là, c'est l'étape Q, c'est le Q, et le vecteur W, c'est le vecteur dérivé Qm dérivé Qm, c'est la dérivée Qm de x, dérivée Qm de y. D'accord? Et donc là, suivant la parité en fait de ces P et Q, d'accord, de ces P et Q, on trouve la position de la courbe par rapport à sa tangente. D'accord? D'ailleurs, ici, il faut rappeler que ce vecteur V, c'est lui qui dirige. Donc là, on approxime m de t par m de 0 plus t à la puissance p fois V. Donc V, c'est lui qui dirige la droite. D'accord? C'est lui qui dirige la droite. Aussi, ce que je viens de dire, pour le cas des dérivés, est valable aussi pour les points singuliers, pour les points réguliers, d'accord? Donc le V, c'est vraiment le premier vecteur, hein? C'est le premier vecteur, P, c'est égal à 1, d'accord? Pour les points réguliers, donc le dm sur dt, le vecteur dérivé est non nul, ça veut dire que P égale à 1, et V égale au vecteur dérivé, et donc en fait, le V dirige toujours et le vecteur directeur de la droite tangente. D'accord? Alors là, c'est par rapport à la parité qu'on détermine la position. D'accord? Alors, impair-pair, P impair et Q pair. Donc là, on dispose d'un point ordinaire. Donc ces cas, il faut les apprendre vraiment par cœur. Pour le cas où P impair et Q impair, on dispose d'un point d'inflexion, d'accord, d'un point d'inflexion, comme x à la puissance 3. Puis pair impair, on dispose d'un point de rebroussement de première espèce.
Et pour le cas pair-pair, on dispose d'un point de deuxième espèce. D'accord? Donc là, vous voyez, la courbe vient puis sort, 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 mais la courbe est dirigée par le vecteur V et non pas par le vecteur W. Voilà, alors comme exemple d'application, donc on va voir quatre exemples d'application en fait. Donc pour ces quatre possibilités, alors pour la première possibilité, on prend x de t égale à t à la puissance 5, y de t égale à t à la puissance 3. D'accord? Sinon, vous les inversez s'il vous plaît. Donc x de t égale à t à la puissance 3 et y de t égale à t à la puissance 5. Donc le point m de 0 égale à 0, 0 est un point singulier. Et m de t, on peut l'écrire comme étant t à la puissance 3 fois 1, 0, plus t à la puissance 5 fois 0, 1. Donc ici, vous les inversez s'il vous plaît. C'est t à la puissance 3 en x de t, y de t égale à t à la puissance 5. Et donc P et Q égale à 3 et 5 respectivement, et U et V et W égale à 1, 0, 0, 1, qui sont deux vecteurs linéairement indépendants. D'accord? Et donc la tangente est dirigée par V. D'accord? Elle est dirigée par V. Voilà, est dirigée par V. Et voilà, donc on dispose bien sûr impair, donc on dispose d'un point d'inflexion. D'accord? D'un point d'inflexion. Voilà. Alors pour l'équation, pour la courbe x de t égale à 2t carré, t carré moins t à la puissance 3. Donc on peut écrire m de t comme étant t carré fois 2, 0, puis y de t c'est t carré moins t à la puissance 3. Et donc là, vous disposez de p égale à 2, bien sûr toujours au voisinage de 0. Donc P égale à 2 et Q égale à 3, donc pair impair, d'accord? Et V égale à 2, 1, W égale à 0 moins 1. Donc ce sont deux vecteurs linéairement indépendants, d'accord, qui ne sont pas collinéaires. Pair impair, c'est un point de rebroussement de premier espèce. Pair impair est un point de rebroussement de première espèce. Et donc là, vous avez déjà le point M00 et le point dirigeant, c'est 2, 1. 2, 1 passant par 0, 0. Donc là, c'est le vecteur, c'est la tangente. D'accord? Voilà. Alors oui, pour le troisième point, donc on point M0 qui est 1, 0, d'accord? On point M0 qui est 1 point 1, 0, le point singulier. Donc x de t, y de t donné par ces polynômes-là. Donc on peut écrire m de t comme ça, d'accord? Donc c'est vraiment facile à écrire. C'est vraiment comme étant, on écrit en fait les termes constantes pour ces deux polynômes, c'est 1, 0. Il n'y a pas de terme constante ici. D'accord? Puis les termes en t, il n'y a pas de terme en t dans tous les deux polynômes. Les termes en t carré, il y a t carré, donc t carré 1, 1. Les termes en T3, il y a 1 demi-T à la puissance 3, 1 demi-T à la puissance 3. Et les termes en T4, il y a 0T à la puissance 4, 2T à la puissance 4. Donc c'est comme si on écrit un polynôme avec des coefficients qui sont des vecteurs. D'accord? Et donc là, P égale à 2. Donc le premier, c'est P égale à 2. Alors si vous prenez par exemple la troisième dérivée, donc la deuxième dérivée, la première dérivée déjà est nulle. La deuxième dérivée, donc 1, 1, est non nulle. Donc on prend V égale à 1, 1. Donc on dérive une autre fois. Donc la troisième dérivée, c'est 1 demi, 1 demi. La troisième dérivée en 0, 0. C'est 1 demi, 1 demi. Et donc voilà. Donc si vous prenez ce vecteur-là, avec celui-là, ils sont collinières. D'accord? Ils sont collinières et donc ils ne sont pas libres. Donc on va dériver encore une fois. On obtient 0,2 et 0,2 avec 1, 1 sont libres. Et donc P égale à 2 et Q égale à 4. D'accord? P égale à 2 et Q égale à 4. Pair, impair, pair, ça veut dire qu'on dispose d'un point de rebroussement de second espèce. La courbe est comme ça. Voilà, et la courbe est dirigée par le point 1, 1 et passe par le point 1, 0. Par le point 1, 0, dirigé par 1, 1, c'est comme ça. Voilà. Alors,
Le dernier cas, c'est le point singulier à l'origine des fonctions x de t égale à t carré ln de t 1 plus t et y de t égale à t carré exponentielle t carré moins 1. Donc on fait un développement limité de x de t et de y de t où vous faites des calculs de la dérivée. Donc on écrit x de t, c'est t à la puissance 3 moins t à la puissance 4 sur 2, plus t à la puissance 4 epsilon 1 de t, y de t égale à t à la puissance 4 plus t à la puissance 4 epsilon 2 de t. Et donc m de t, vous pouvez l'écrire comme étant t à la puissance 3 fois le vecteur 1, 0, puis t à la puissance 4 fois le vecteur moins 1 demi, 1, t à la puissance 4 plus t à la puissance 4 epsilon de t. Epsilon de t, c'est le vecteur epsilon 1 de t, epsilon 2 de t. Et donc là, puisque ces deux vecteurs sont collinéaires, sont pas collinéaires, sont libres, donc P égale à 3 et Q égale à 4, pair, impair, impair, pair, donc c'est un point ordinaire, d'accord, c'est un point ordinaire, et donc la courbe est comme ça, et la courbe est dirigée par le vecteur 1, 1, 0, d'accord. Voilà. Alors pour les branches infinies, donc là, on va supposer que notre fonction est définie sur un intervalle, i, d'accord, et que le t0 est un point frontière de i, d'accord, c'est un point à la frontière, se situe dans les bornes de i, ça veut dire que c'est soit un réel qui se situe dans la frontière, sinon c'est plus ou moins l'infini. D'accord? Donc ça dépend de la forme vraiment de l'intervalle i. D'accord? Donc on va dire par la suite qu'il y a une branche infinie en t0 dès que l'une des conditions soit satisfaite. Donc c'est soit x de t est envers plus ou moins l'infini, ou la valeur absolue de x de t envers plus l'infini, ou valeur absolue de y de t envers plus l'infini. Ça veut dire que soit x de t s'explose au voisinage de t0, ou y de t s'explose au voisinage de t0. Ça veut dire dans les deux cas, f de t, la norme de f de t tend vers plus l'infini lorsque t tend vers t0. D'accord? Alors, pour chaque branche infinie, on cherche s'il existe une asymptote. D'accord? Alors, les asymptotes, c'est vraiment comme pour les fonctions, c'est-à-dire une droite qui approxime cette branche infinie. Si c'est le cas, bien sûr. Hein. Donc, ça veut dire on cherche une droite d'équation y égale à x plus b est une asymptote à la courbe c de la courbe paramétrique, bien sûr, m. Et donc, bien sûr, c ici, c'est le support. Hein. C, c'est le support. Au support C. Et donc, pour que cette droite approxime la courbe, donc il nous faut en fait que y de t moins x de t plus b tend vers 0. Donc c'est vraiment comme le cas pour les fonctions. D'accord? C'est vraiment le cas pour les fonctions. Là, il n'y a pas vraiment de différence, donc on va y aller par analogie. Hein. Et donc, dans la pratique, on mène bien sûr à 3 cas à étudier. Hein, 3 cas différents à étudier. Donc, le premier cas, c'est le cas où x de t tend vers plus ou moins l'infini, en t0, et y de t converge vers un réel n. Et donc là, la courbe ou le support C admet la droite d'équation y égale à L comme étant une asymptote horizontale. D'accord? Et le deuxième cas, c'est que si y de t tend vers plus ou moins l'infini et x de t tend vers L. D'accord? Donc ce premier cas, c'est vraiment le cas pour c'est vraiment comme le cas des fonctions. Hein. Lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, f de x tend vers L. Donc l'équation y égale à L est une asymptote horizontale à la courbe. Mais là, bien sûr, ce cas-là, on ne le dispose pas pour les fonctions. Mais bon, on peut le prendre pour les fonctions. On peut inverser notre étude. Hein. On peut faire, par exemple, au lieu de faire la courbe x de t, y de t, on peut faire la courbe y de t, x de t par rotation de notre plan.
Donc, on peut se ramener à ce cas-là. Et donc, c'est le cas, en fait, où y de t tend vers plus ou moins l'infini et x de t converge vers un réel n. D'accord? Et donc là, l'équation, la droite d'équation x égale à l est une asymptote qui est verticale au support C. D'accord? Alors, le reste, le troisième cas qui reste, c'est le cas où x de t et y de t tendent vers plus ou moins l'infini toutes les deux. D'accord? Ça veut dire, bon, soit elles tendent toutes les deux vers plus, l'une tend vers plus l'infini, l'autre vers plus ou moins l'infini, hein. D'accord? Donc, elles s'explosent toutes les deux. Donc, dans ce cas, donc c'est vraiment le cas pour les fonctions, hein. Alors, pour les fonctions, lorsque vous calculez, par exemple, alors, c'est vraiment une analogie comme les fonctions. Donc, si vous calculez la limite quand x tend vers l'infini, par exemple, de f de x égale à plus, et vous trouvez plus l'infini, donc qu'est-ce qu'on fait pour la recherche de l'asymptote? On calcule f de x sur x. C'est égal à a, on calcule f de x moins ax. D'accord? Comme approximation, c'est ton verbe B. Donc, on dit que AX plus B est une asymptote oblique, de l'équation, de la courbe. Donc, c'est vraiment le cas, hein. C'est vraiment le cas. Donc, on calcule y de t sur x de t. S'il tend vers A, on calcule y de t moins ax de t. S'il tend vers un réel B, on va dire en fait que l'équation, d'accord, que la droite d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à la courbe x de t, y de t. C'est vraiment par analogie, c'est vraiment le cas. Alors là, vous voyez bien sûr là les dessins. Alors là, c'est le dessin d'une asymptote verticale. Ça, c'est le dessin d'une asymptote horizontale. Et ça, c'est le dessin d'une asymptote oblique, comme vous connaissez. Alors là, il faut faire très très attention. Donc, c'est comme pour les fonctions. C'est comme pour les fonctions, une branche infinie peut ne pas avoir à admettre une asymptote, hein. Comme par exemple pour une parabole, d'accord? Donc si vous prenez par exemple x de t égale à t, y de t égale à t carré, donc toutes les deux tendent vers plus l'infini, y de t sur x de t, t carré sur t, ne tend pas vers un réel L et donc vers un réel A, et donc on n'a pas d'asymptote. D'accord? On n'a pas d'asymptote. Et d'ailleurs, on ne peut pas approximer en fait f de t égale à t carré, on ne peut pas l'approximer par une droite à l'infini. Voilà. Alors là, il y a un exemple d'application. On prend par exemple l'exemple x de t égale à t sur t moins 1, y de t égale à 3t sur t carré moins 1. D'accord? Et on voulait déterminer les positions de la courbe par rapport à ces asymptotes. D'accord? Donc déjà, le domaine de définition, c'est r moins plus ou moins 1. D'accord? Parce que cette fonction-là est définie sur R moins privé de 1 et l'autre est définie sur R privé du plus ou moins 1. D'accord? Et donc là, il y a des cas distingués. Il y a le cas 1 moins 1 plus, donc x de t tend vers plus l'infini, hein. Une fois tend vers moins l'infini, une autre fois tend vers plus l'infini. Y de t tend vers, en module tend vers plus l'infini, il s'explose en plus ou moins 1. Plus ou moins 1 à gauche et à droite. D'accord? Il y a donc quatre branches infinies à étudier. Donc, en A, en plus 1 plus, en plus 1 moins, en plus 1 à gauche, en moins 1 à gauche et moins 1 à droite. D'accord? Et donc là, l'étude en moins 1 à gauche, moins 1 moins 1 à gauche. Donc, x de t converge vers 1 demi, y de t tend vers moins l'infini. Donc, la droite d'équation x égale à 1 demi est une asymptote, de notre cours. D'accord? Donc, de même pour moins 1 plus, pour moins 1 plus 1 moins. Donc, c'est vraiment la même chose. Donc là, pour plus 1, en plus 1, donc x de t, y de t tend vers l'infini, toutes les deux. Et là, on calcule y de t sur x de t, et elle va converger vers 2 tiers, vers 3 demi. On calcule y de t moins 3 demi x de t.
donc il converge vers moins 3 quarts, et du coup, l'équation, la droite d'équation y égale à 3 demi x moins 3 quarts est une asymptote oblique, est une asymptote oblique de la branche, est une branche infinie, de cette branche infinie. Alors, en plus 1, à droite, donc on calcule de la même façon, donc c'est vraiment les mêmes calculs fournis, donc les mêmes calculs fournis à cette équation-là, à cette droite-là. Donc, pour la position par rapport à l'asymptote, donc on calcule toujours, alors pour les asymptotes par exemple horizontales, x horizontale, oui, horizontale ou verticale, verticale, pardon, x de t, x égale à 1 demi, d'accord, donc pour x égale à 1 demi, on calcule x de t moins 1 demi, d'accord, pour pouvoir déterminer la position de x de t par rapport à x égale à 1 demi, par rapport à la droite x égale à 1 demi, ainsi que pour les autres, les autres équations, d'accord. Donc voilà, donc là on calcule vraiment la position de x de t avec x égale à 1 demi, et là la position de la courbe par rapport à la droite y égale à 3 demi x moins 3 quarts, d'accord, donc c'est juste à la place de y on met y de t, à la place de x on met x de t, et on calcule le signe de cette droite comme pour les fonctions exactement, d'accord. Puis les points à l'infini, donc l'étude que nous avons faite, c'est juste l'étude en plus ou moins en plus ou moins 1. Donc pour plus l'infini et moins l'infini, x de t tend vers 1 et y de t tend vers 0. Et donc le point à l'infini, c'est le point 1, 0. D'accord, pour la courbe. Alors là, on commence par exemple, de moins l'infini. Quand t tend vers moins l'infini, donc on se situe en ce point-là, en 1, 0. Alors pour pour moins 1 moins, pardon, pour moins 1 moins, donc pour moins 1 moins, on a une asymptote x égale à 1 demi. Si vous calculez ici, si vous revenez ici, alors pour moins 1 moins, voilà, elle est positive. Donc x de t est au-dessous de la droite, au-dessus de la droite, d'accord. Donc la droite ou la courbe au-dessus. Donc c'est le cas, exactement. Donc on est là, et du coup, alors on va y arriver comme ça, puis au moins un plus, donc on est là, puis on va y arriver comme ça, d'accord. Tout ça c'est vraiment dans la droite, hein, dans l'étude de la droite, pardon. Alors au moins un moins x de t moins 1 demi est positive, oui, exactement. Voilà. Donc, puis on est là, on arrive à 1 moins, d'accord? Donc de moins 1 plus, on arrive à 1 moins. Puis de 1 plus, on va y aller à plus l'infini, mais plus l'infini, c'est le point ici. D'accord? C'est le point ici. Donc le point à l'infini, c'est vraiment ce point-là. C'est pas ces quatre points. Voilà. Alors voilà quelques mini-exercices pour s'entraîner sur les branches infinies, sur les points singuliers, sur les tangentes des points singuliers, ainsi de suite. Alors maintenant, j'arrive au plan d'étude d'une courbe paramétrée. Alors, comme pour l'étude d'une fonction, il y a un plan pour étudier une fonction. Donc là également, il y a un plan pour étudier une courbe paramétrée. Donc, premièrement, c'est la détermination de domaine de définition de la courbe, puis le réduire, d'accord, à l'aide des symétries, de l'étude des symétries, de la périodicité, ainsi de suite. Donc, il faut réduire le domaine. Deuxièmement, on calcule le vecteur dérivé, d'accord, c'est bien sûr la courbe est bien dérivable, et chercher les points critiques, premièrement. Deuxièmement, chercher les points, les tangentes verticales et horizontales. Ça veut dire les points où
x' de t égale à 0 et y' de t différent de 0, et y' de t égale à 0 et x' de t différent de 0. Donc ce sont des points qui fournissent donc ce sont des points qui fournissent des tangentes horizontales et verticales. D'accord? Donc il faut les déterminer premièrement. Après, il faut étudier, il faut tracer les tableaux de variation des variations conjointes, d'accord, des fonctions x et y. Donc, il faut donc on dispose du calcul de x', y'. Il faut tracer le tableau de variation de x et de y, mais ces tableaux se tracent comme ça, d'accord, dans un même tableau, D'accord, donc ce tableau est le tableau des variations des deux fonctions x et y ensemble, toutes les deux. D'accord, il nous montre l'évolution, bien sûr, du point M de t par suite. Pour une valeur de t donnée, on doit lire verticalement, d'accord, verticalement des résultats concernant x et y. D'accord? Concernant x, concernant y, concernant toutes les deux. Alors, par exemple, x tend vers plus l'infini pendant y tend vers, pendant que y, par exemple, vaut 3 ou tend vers 3 ou je sais pas quoi. D'accord? Donc, le quatrième point après le dessin la recherche du tableau, d'accord, du tableau de variation conjointe, l'étude des points singuliers. D'accord, donc on cherche les points singuliers, on les étudie. D'accord, on les étudie. On étudie, lorsqu'on dit étudier les points singuliers, ça veut dire c'est les déterminer, c'est étudier, c'est déterminer les tangentes en points singuliers, ainsi de suite. D'accord. Puis, cinquièmement, c'est étudier les branches infinies. Donc, c'est chercher les branches infinies, c'est chercher les asymptotes, d'accord? Et s'il existe bien sûr, la construction méticuleuse de la courbe. Là, c'est vraiment le point le plus important, c'est la construction de la courbe, d'accord? Alors, on place dans l'ordre des deux axes, d'accord, et les unités. D'accord? On construit ensuite, donc il faut placer le repère, votre repère, ainsi de suite. D'accord? On place ensuite les points importants, d'accord? Les points critiques, les points singuliers, les points où vous avez des pentes horizontales ou verticales, par exemple. Donc, tous ces points que vous avez déjà étudiés avant. D'accord? Donc, ce sont des points vraiment importants avec leurs tangentes, les asymptotes, ainsi de suite. D'accord? Les tangentes verticales, horizontales, les points singuliers, points d'intersection avec la droite, par exemple, la droite x, la droite avec la droite des abscisses, avec la droite des ordonnées, ainsi de suite. D'accord? Avec une droite peut-être bien précisée dans l'exercice, par exemple. D'accord? Donc, tout est alors en place. Donc, vous allez tout en place. D'accord? Toutes les choses en place. Vous avez tout placé. Donc, pour ces points-là. Donc, maintenant, pour la construction, on peut tracer l'arc grâce aux règles suivantes. D'accord? Ce sont vraiment les règles qui nous guident pour tracer la courbe paramétrée x de t, y de t. Et donc, si x croît, y décroît, on va vers la droite et vers le haut. D'accord? Vers la droite et vers le haut. Si toutes les deux croient. Si x croît, y décroît, on va vers la droite et vers le bas. Donc donc y, il détermine est-ce qu'on va y aller vers le bas ou vers le haut, et x détermine est-ce qu'on va y aller vers la droite ou vers la gauche. Hein. C'est vraiment ça. Si x décroît, y croît, donc on va y aller vers la gauche, vers le haut.
D'accord? Et si x décroît, y décroît, on va y aller vers la gauche et vers le bas. D'accord? Ce sont vraiment les règles qu'on fait pour étudier en fait pour tracer la courbe paramétrée. Et bien sûr, il faut vraiment, il faut que ces points-là soient bien placés. D'accord? Les points singuliers, les points d'intersection, les asymptotes, les points à tangente verticale, à tangente horizontale, tout, vraiment tout. Voilà. Et finalement, les points multiples. Donc, s'il y a des points multiples, on cherche les points multiples s'il y a lieu, s'il existe, bien sûr. On attend souvent de commencer la construction de la courbe pour voir s'il y a des points multiples. Ici, on doit les chercher. D'accord? Mais bon, ce point, c'est souvent que vous allez trouver. Donc, pour les points multiples, déjà, on n'étudie pas les points multiples ici. Mais bon. Alors là, je vais vous présenter deux exemples d'études complètes. D'accord? Donc, premièrement, on va essayer de construire la courbe donnée par ça. D'accord? Donc, premièrement, la courbe, on va la noter C. Et le domaine de définition, premièrement, c'est R privé de plus ou moins 1. D'accord? Ici, on privé de moins 1, de 1. Ici, privé de plus ou moins 1. Donc, le domaine D, c'est R privé de plus ou moins 1. Donc, vous voyez que les fonctions sont vraiment des fonctions bizarres, un tout petit peu, sont des fractions. Il n'y a ni parité, ni rien du tout. Et donc, il y a vraiment deux réductions intéressantes à faire du domaine. Donc, on va travailler avec D égale à R moins plus ou moins 1. Privé du plus ou moins 1. Donc, la variation conjointe. Premièrement, la variation conjointe, donc on calcule exprime, donc exprime égale à ça. D'accord? Et donc, on étudie la variation de exprime. Donc, exprime, il est croissante, décroissante en quel intervalle? D'accord? Donc, il est strictement croissante sur moins l'infini moins racine 3. Et sur racine 3 plus l'infini. Elle est strictement décroissante sur moins racine 3 moins 1. Et sur moins 1 et sur 1 racine 3. Donc, tout ça, vous pouvez le détecter ici. Hein? C'est vraiment très facile. La fonction y, donc vous calculez la dérivée est donnée par ça, sur d union moins 1. Et donc là, ici, on obtient les variations de y, et elle est strictement croissante sur moins l'infini 1 moins 1 sur racine 3, et sur 1 plus 1 sur racine 3 plus l'infini, strictement décroissante sur cet intervalle et sur celui-là. D'accord? Et donc, les fonctions x' et y' ne s'annulent pas simultanément. Et donc, on n'a pas de point singulier. Donc, la courbe est régulière. D'accord? Donc là, vous cherchez bien sûr quand est-ce que cette fonction est nulle. Quand est-ce que celle-là est nulle? Donc, celle-là est nulle en 0, en t égale à 0 et en t égale à plus ou moins la racine 3. Mais celle-là ne s'annule ni en 0, ni en plus ou moins racine 3. Du coup, x' et y' ne s'annulent pas simultanément. D'accord? Et donc, les tangentes sont... la tangente en m de t est dirigée par le vecteur dérivé. D'accord? Donc là, on peut enlever le t-1 au carré, hein, t-1 au carré des deux expressions, des deux côtés, on peut diviser par. C'est comme si on multipliait par un alpha différent de 0. D'accord? Donc ça, c'est le vecteur le vecteur dirigeant des tangentes. Donc les tangentes parallèles aux axes, donc les tangentes verticales et les tangentes horizontales. Donc il faut chercher où y' s'annule et x' où il s'annule. Donc y' s'annule en 1 plus ou moins 1 sur racine 3. Ce sont les deux racines de ce monome. D'accord? Donc, il faut calculer les points M de 1 plus ou moins 1 sur racine 3. Et la courbe là admet une tangente parallèle à UX.
d'accord, une tangente horizontale, parce que y' égale à 0. Donc là, on calcule x et y de 1 plus ou moins 1 sur racine 3. On trouve ces expressions-là. D'accord? X', alors maintenant pour x', il s'annule en 0 et en plus ou moins racine 3. M de 0 égale à 0, 0 et M de racine 3 égale à ça. Et M de moins racine 3 égale à ça. Approximativement, on peut les approximer, c'est juste pour le dessin. L'approximation, c'est vraiment que pour les dessins. Pour ces 3 points, les tangentes sont parallèles à y, donc ce sont des tangentes verticales parce que x' est nul. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant l'étude en l'infini. D'accord? Pour les points à l'infini. Alors, la limite en plus l'infini et en moins l'infini, en plus l'infini, par exemple, de x de t y de t, et tend vers plus l'infini. Donc, là, c'est t à la puissance 3 sur t carré, et là, c'est t à la puissance 2 sur t. Et du coup, il converge vers plus l'infini. Là, on a besoin de calculer, ainsi que pour moins l'infini, quand t tend vers plus ou moins l'infini. Et donc, il faut calculer y de t sur x de t. Il converge vers 1. Et on calcule y de t moins a qui est 1 fois x de t. Il converge vers 1 sur 3. Et donc, l'équation, la droite d'équation y de t, y égale x plus 1 sur racine 3 est une asymptote oblique pour notre courbe. Et là, on étudie la position relative de la courbe C par rapport à la droite delta. Donc, on calcule bien sûr y de t moins x de t. Donc, c'est juste dans l'équation, à la place de y, on remplace de y de t par y de t. À la place de x, on remplace par x de t. On calcule la différence. Donc, la différence, c'est cette fonction-là. Et là, c'est le vecteur, c'est c'est le tableau de signes de cette fonction. Donc, c'est vraiment le tableau de signes de cette fonction, les positions, donc au-dessus est-ce que c'est au-dessus de la courbe, de la tangente, ou au-dessus de la tangente. D'accord? De plus, delta et C se coupent en les points 1,5, en point M de 1,5. Alors, M de 1,5, c'est là, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on va voir quand est-ce que y de t égale à x de t plus 1 sur 3. Ça veut dire quand est-ce que ce vecteur est nul. D'accord? Quand est-ce que ce vecteur est nul. D'accord? Donc, il est nul au point moins 1, au point 1,5. D'accord? Ok. Voilà. Alors maintenant, l'étude en t égale à moins 1, donc en t égale à moins 1, y de t, elle tend vers moins 5 sixièmes, d'accord? Et x de t, elle tend vers plus ou moins l'infini, donc elle tend vers l'infini, ça dépend, est-ce qu'on est à gauche ou à droite de moins 1. Et donc, l'équation, la droite d'équation y égale à moins 5 sur moins 5 sixièmes, est une asymptote à C, pardon, C ici c'est la courbe, c'est pas le plan complexe. Et pour étudier la position, donc on calcule bien sûr y de t moins 5 sixièmes, il y a plus 5 sixièmes, donc on trouve ceci, donc il faut calculer, il faut déterminer bien sûr la position, pour déterminer la position, il faut déterminer le signe de ce quotient-là, de cette fraction. Donc l'étude en t égale à 1, donc vous avez x de t et y de t tend vers l'infini toutes les deux, x de t, y de t sur x de t tend vers 2 tiers, et y de t moins 2 tiers fois x de t, elle tend vers 1,5. Et du coup, la droite d'équation y égale à 2 tiers fois x plus 1,5 est un asymptote. Pour étudier la position, il faut calculer y de t moins 2 tiers, x de t plus 1,5. Là, voilà, égal à comme ça, égal à ceci, il faut déterminer son signe, le signe de cette fraction.
D'accord? Donc, pour le tableau de variation des variations conjointes, donc c'est vraiment ça. D'accord? Donc, x', y', donc x', voilà, positif, négatif, ainsi de suite. Y', positif, négatif, négatif, positif, ainsi de suite. Et là, vous voyez, bien sûr, que nous avons alors tous les trucs possibles. Donc, croissante, décroissante, 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 croissante, puis moins l'infini, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'étude de fonctions comme il faut qu'elle soit. Puis l'intersection avec les axes, d'accord, l'axe des abscisses et l'axe des coordonnées. Donc, on calcule quand est-ce que x de t égale à 0, quand est-ce que y de t égale à 0, on trouve que vraiment on a une intersection au point m de 0 et au point m de 2 tiers et m de 0. Donc voilà. Donc il faut que ces points soient tous bien présentés sur la courbe. D'accord? Et la courbe est vraiment comme ça. Donc je commence par exemple pour le point t tend vers moins l'infini. D'accord? Donc, je commence déjà toujours du point moins l'infini, par exemple. Donc, ici, il faut disposer du point de la tangente. Il faut calculer, il faut tracer la tangente. Puis, on va y aller vers quoi? Donc, notre domaine, c'est quoi? Notre domaine, c'est moins l'infini, moins un, puis moins un, puis un plus l'infini. Donc, on va y aller à moins un. Donc, de moins l'infini, on va y aller à moins un. Moins un, il faut qu'on a notre asymptote. D'accord? Donc il faut les brancher, bien sûr, et tout ça en faisant, bien sûr, attention. Donc moins l'infini, moins l'infini, moins un. Donc croissante, croissante, puis croissante, décroissante. Donc il faut faire très, très, très attention aussi. Puis moins un, décroissante, et puis croissante, décroissante, puis avec les tangentes, ainsi de suite. Donc il faut faire très, très attention pour arriver à ce dessin-là. D'accord? Donc là, je vais passer à la deuxième courbe. C'est la courbe de l'Essageus. Donc x égale à sinus de t, y égale à sinus 3t. Donc le domaine d'étude c'est R. Par réduction, déjà périodicité premièrement, parité m de moins t égale à SO de t, SO de m de t. Puis on calcule m de t plus pi, je sais pas, m de t plus p ou m de pi moins t, je crois. M de pi moins t. Alors là, ok, c'est pas grave. Donc déjà, nous avons déjà réduit le domaine, d'accord? Oui, donc le domaine se réduit. Donc oui, c'est m de pi moins t, m de pi moins t. Donc on étudie alors la courbe juste dans le domaine 0 pi sur 2. Donc ceci, on l'a déjà répété plusieurs fois. Donc, puis on obtient la courbe complète par réflexion, par symétrie, puis voilà. Alors, ok. Donc, pour la localisation, là, on ajoute un point. Donc, c'est localiser la courbe où se situe cette courbe-là. Donc, puisque x de t ne dépasse pas 1, y de t ne dépasse pas 1, ça veut dire que la courbe ne sort pas du carré moins 1 fois moins 1. Donc, il faut qu'elle soit vraiment dans le carré moins 1 fois moins 1. Et aussi la variation conjointe, donc on calcule alors pour la variation conjointe x, vous connaissez déjà x quand est-ce qu'elle est positive, elle est croissante, décroissante au voisinage sur 0 de pi, d'accord? Pour les vecteurs dérivés et tangentes, donc on calcule déjà dm de t sur dt. Donc c'est 2 cosinus de t, 3 cosinus 3t. Déjà, alors, pour la recherche des points critiques, dm de t sur dt égale à 0 si et seulement si donc on n'a pas de point critique. Déjà, on l'a déjà vu, on l'a déjà discuté. Donc la courbe est régulière, d'accord? Donc pour les tangentes parallèles à OX, les tangentes horizontales, donc on cherche quand est-ce que y' de t égale à 0. D'accord? Donc y' de t égale à 0 si jamais t égale à pi sur 6 ou pi sur 2. Donc ceci est déjà fait.
Pour les tangentes parallèles à OY, quand est-ce qu'exprime de t égale à 0, d'accord? Ceci est vrai pour t égale à pi sur 4. Les tangentes en M0, par exemple, d'accord? Donc la tangente en M0 est dirigée par le vecteur de 3. Donc c'est juste cosinus t dm sur dt, dm sur dt en 0, c'est 2, 3. D'accord? Et voilà, et on a donc par coefficient directeur, donc le coefficient directeur c'est 3 demi, hein, c'est y sur x. D'accord? Pour t comprise entre 0 et pi sur 2, donc m de t coupe la droite de l'axe des abscisses, si jamais sinus 3t égale à 0, et donc ceci est possible si t est compris dans pi sur 3 fois z, ceci est vrai que pour le cas t égale à 0 ou t égale à pi sur 3. Et donc t aussi coupe m de pi sur 3, donc là on calcule la tangente en m de pi sur 3, donc là pour les points d'intersection, il faut calculer toujours l'équation de la tangente, ainsi de suite, d'accord? Donc m de pi sur 3 est dirigé, la tangente est dirigée par dm sur dt, appliqué à pi sur 3, donc c'est cosinus 4pi sur 3, d'accord, fois 2, puis 3 fois cosinus de pi, donc c'est moins 3, cosinus, quoi? Cosinus pi, donc c'est moins 3, donc c'est moins 1, moins 3. Oui, voilà, donc ça c'est le vecteur dirigeant, d'accord? Et donc le coefficient directeur, c'est moins 3 sur moins 1 égale à 3. D'accord? Et donc là, vous voyez bien sûr que là, on a les vecteurs, alors les tangentes horizontales, les tangentes verticales, les intersections, par exemple t égale à 0, t égale à 0, t égale à pi sur 3, puis voilà, donc puis on complète la courbe par symétrie. D'accord? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.